Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce grand rendez-vous en santé organisé par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Merci à ceux et celles qui se joignent à nous en direct. Il me fait plaisir de vous retrouver en grand nombre. Bonjour également aux personnes qui nous écoutent en rediffusion. Nous poursuivons en fait cette série de conférences grand public aujourd'hui sur la thématique du diabète. Vous rencontrerez dans quelques instants deux collègues qui portent à la fois les chapeaux de professeurs adjointes à la faculté et d'endocrinologues et de chercheuses au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Claudia Gagnon et Anne-Marie Caro vous présenteront des complications en lien avec le système hépatique, soit le foie, et le système squelettique, qui sont souvent méconnues, mais pourtant fréquentes. Leur prévention est importante pour contribuer à la santé globale des patientes et des patients atteints de diabète. Alors, je vous souhaite donc un très beau grand rendez-vous. Bonjour à tous et à toutes, un immense plaisir de vous voir. Bienvenue à ce grand rendez-vous en santé avec Claudia Gagnon et Anne-Marie Caro. Cet événement est organisé par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je me présente, mon nom est Serge Bonin, je suis l'animateur de ce grand rendez-vous en santé de la Faculté de médecine. Sans plus tarder, on a beaucoup de contenu aujourd'hui, donc on va enchaîner rapidement dans le contenu. Je vous présente les deux conférencières que nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui. Mesdames Claudia Gagnon et Anne-Marie Caro, elles sont toutes deux professeurs à la Faculté de médecine, endocrinologues et chercheuses. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Bonin. On est très contente de pouvoir présenter aujourd'hui sur un sujet qui nous passionne toutes les deux. Merci et bienvenue à tous à cette discussion. On a bien hâte de vous entendre. Alors, merci évidemment à vous à la maison d'être présents en aussi grand nombre. On a eu plus de 300 inscriptions. En ce moment, on est plus d'une centaine en ligne, donc les gens vont se joindre à nous tranquillement. Bonjour à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire depuis quelle ville ou région du Québec vous nous accompagnez aujourd'hui. Des fois, on trouve des affinités dans les gens qui sont avec nous. Alors, durant la conférence, on vous invite bien sûr à suivre les règles de la netiquette, l'étiquette du net. Restez courtois dans vos commentaires, s'il vous plaît. Vous savez que la technologie peut parfois être instable, donc si ça arrive, vous pouvez rafraîchir votre page, vous patientez. Sinon, vous revenez sur le site, la page de la Faculté de médecine, donc on va générer un nouveau lien si jamais il y a un problème. Ou si toutefois les dieux ne sont pas avec nous, ben on va arriver quand même à enregistrer la conférence et on la rediffusera, mais on va essayer de tenir ça jusqu'au bout. Alors, voici comment va s'organiser l'heure que nous allons passer ensemble. La conférence va débuter avec une présentation d'une trentaine de minutes. On va terminer ensuite avec une dizaine de questions du public qu'on a triées, choisies, regroupées pour essayer de couvrir un peu tous les sujets. Donc, et n'hésitez pas évidemment à interagir tout au long de la conférence en émettant vos commentaires et questions via le fil de discussion Facebook. On a le plaisir d'avoir une experte avec nous dans le fil de discussion qui pourra répondre à certaines de vos questions en temps réel. Elle se nomme Julie-Catherine Coll. Donc, merci d'être là. Et puis, il y a peut-être des questions qu'on pourra acheminer aussi à nos conférencières invitées. Pour les questions sur le fil de discussion, on vous demande bien sûr de formuler des questions assez courtes et d'éviter de poser des questions spécifiques à votre situation de santé personnelle. On essaie de rester assez général pour le bénéfice de tous. On va donc débuter dès maintenant avec votre présentation, les complications méconnues du diabète. Mesdames, je vous laisse la parole pour à peu près une trentaine de minutes. Merci beaucoup, M. Bonin. Donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, il y en a trois principaux. On va devoir les survoler étant donné le temps restreint. Donc, premièrement, on va expliquer quel est le lien entre le diabète, la fragilité osseuse et la stéatose hépatique. On va vous énumérer c'est quoi les facteurs de risque de ces deux complications. Puis finalement, conclure avec comment prévenir et traiter ces complications. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle brièvement des différences entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, le diabète de type 1, c'est souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. En fait, le taux de sucre élevé résulte vraiment d'une destruction par le système immunitaire des cellules du pancréas qui produisent l'hormone insuline, qui est centrale au contrôle du taux de sucre. Donc, c'est une maladie qui est vraiment auto-immune, puis qui résulte en des taux d'insuline qui sont trop bas.
Ça peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, donc l'arthrite rhumatoïde, la maladie cœliaque qu'on appelle aussi intolérance au gluten, etc. Et le traitement est vraiment l'insuline. D'un autre côté, le diabète de type 2, classiquement, c'était vraiment diagnostiqué à l'âge plus avancé dans la vie, mais maintenant, malheureusement, avec l'épidémie d'obésité, on le diagnostique aussi chez les enfants et les jeunes adultes. C'est fortement associé à l'obésité. Donc, dans ce cas-ci, le pancréas est incapable de produire assez d'insuline pour contrer ce qu'on appelle la résistance à l'action de l'insuline. Donc, l'insuline, c'est une hormone, c'est une clé qui permet au taux de sucre de passer du sang aux cellules qui en ont besoin pour l'énergie. Donc, la clé ne fonctionne pas très, très bien à cause, entre autres, de facteurs génétiques, mais de l'obésité qui est centrale. Le pancréas compense pendant un certain moment, donc les niveaux d'insuline sont généralement élevés dans le sang, mais à un moment donné, vient que c'est plus suffisant et le taux de sucre augmente. Le traitement de fond, la pierre angulaire, c'est le maintien d'un poids santé. On peut utiliser des médicaments, les hypoglycémiants oraux et ou l'insuline pour normaliser le taux de sucre. Donc, les complications classiquement associées au diabète, donc l'atteinte de la rétine qui peut mener à la cécité, l'atteinte des reins qui peut ultimement mener à l'insuffisance rénale terminale et l'hémodialyse, l'atteinte des nerfs, qui peut donner des troubles d'équilibre, un risque de chute, et l'AVC, la maladie cardiovasculaire, évidemment, que vous connaissez bien tous, j'en suis certaine. Mais il y a également des complications non classiques du diabète. Il y en a plusieurs. On va s'attarder aujourd'hui à 2 complications. Donc, la fragilité osseuse et le foie gras, qu'on appelle aussi stéatose hépatique. Donc, en pratique, comment ça se présente? Donc, on vous met ici un cas typique. Donc, une dame de 58 ans, ménopausée, qui présente un surplus de poids. Elle a eu un diagnostic de diabète de type 2 à l'âge de 40 ans, donc maintenant presque 20 ans qui vit avec le diabète. Malheureusement, plusieurs complications du diabète, donc les nerfs, les yeux, les reins. Les glycémies sont sous-optimales. Les médicaments, elle prend plusieurs médicaments en fait pour contrôler le cholestérol, la haute pression, des comprimés, des injections pour le traitement du diabète, ainsi que de la vitamine D et du calcium. Donc, on lui demande et elle nous rapporte qu'elle a chuté sur la glace cet hiver et s'est malheureusement fracturé le poignet droit. Son médecin de famille lui a demandé un test de densité minérale osseuse qui s'est avéré normal. Dans le bilan aussi de routine annuel de son médecin de famille, on notait que les enzymes du foie étaient légèrement élevées. Donc, on va revenir à ce cas-ci à la fin de la présentation. Donc, je vais commencer avec le diabète et le lien avec la fragilité osseuse. Donc, l'ostéoporose puis l'arthrose, souvent les gens les mélangent. Donc, c'est différent. C'est 2 maladies qui augmentent en fréquence avec l'avancée en âge. L'arthrose, c'est l'usure des articulations. Ça peut occasionner de la douleur. L'ostéoporose, c'est vraiment en fait des os qui sont plus fragiles. Donc, on ne la ressent pas jusqu'à ce que, crac, on a une première fracture. Donc, on a l'ostéoporose qu'on dit primaire, qui est associée à l'âge avancé, mais il y a plusieurs maladies et médicaments qui peuvent augmenter la fragilité osseuse et le diabète est une cause secondaire d'ostéoporose. Donc, comment savoir si j'ai de l'ostéoporose? Donc, si on a une fracture de fragilité, on a déjà démontré que nos os sont plus fragiles. Donc, ça compte tous les types de fractures qui surviennent sur une chute de sa hauteur, donc sur la glace ou d'autres façons, ou avec un trauma qui est plutôt mineur. Tous les os sont comptabilisés, excepté les os des pieds, les métatarses, les mains et le crâne. Si on n'a pas fracturé, un test de densité minérale osseuse pourrait aussi diagnostiquer l'ostéoporose. Donc, maintenant, est-ce que les patients qui vivent avec le diabète ont un risque plus élevé de fracture? Donc, chez les patients qui vivent avec le diabète de type 1, c'est clair que le risque est vraiment plus élevé que ceux qui n'ont pas le diabète et qui ont le même âge et le même sexe. Donc, 4 fois plus élevé chez la femme, 2 fois plus élevé chez l'homme. Ça survient à tout âge, donc dès l'enfance, l'adolescence, tout le spectre de la vie. Et on note une fracture, des fractures de tous les os, mais surtout à la hanche.
Pour les patients qui vivent avec le diabète de type 2, le risque est aussi plus élevé que dans la population générale, mais moindre que chez ceux qui ont le diabète de type 1. Donc, pourquoi s'inquiéter de la fracture? Souvent, les patients vont nous dire, ben, c'est pas grave, mais c'est souvent un peu minimisé. Mais ça a des conséquences importantes dans la population générale, mais encore plus chez les patients qui vivent avec le diabète. Par exemple, retard de guérison de la fracture, risque plus élevé de complications après la chirurgie, risque plus élevé de mortalité aussi, diminution de la qualité de vie, des douleurs qui peuvent persister suite à une fracture, diminution de l'indépendance aussi dans les activités de la vie quotidienne. Donc, on a fait un sondage l'année dernière auprès de plus de 400 patients qui vivent avec le diabète de type 1 ou de type 2. Puis, on leur a posé 2 questions. Donc, est-ce que vous croyez que le diabète augmente votre risque de fracture? Et en fait, la majorité des patients, plus de 8 sur 10, croyaient que ce n'était pas le cas. On leur a aussi demandé si leur médecin leur avait mentionné que le diabète augmente le risque de fracture. Et vous pouvez voir que dans la grande majorité des cas, les médecins n'en avaient pas parlé ou un autre professionnel de la santé. Donc, c'est quoi les facteurs de risque de fracture chez les patients qui vivent avec le diabète? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de fracture, ça dépend de facteurs osseux. Donc, la solidité de l'os dépend de 2 choses, donc la masse ou la densité minérale osseuse, puis la qualité de l'os. Dans le diabète, type 1 ou type 2, le facteur prédominant qui est affecté, c'est vraiment la qualité de l'os. Vous pouvez voir ici un exemple d'une image ici de poignets, d'os du poignet de patients qui n'ont pas le diabète versus 2 patients qui ont le diabète de type 2. Lui n'a pas eu de fracture, lui a eu une fracture. Vous voyez, l'os est un peu mité. Donc, on a vraiment une diminution de la qualité de l'os dans les 2 cas. Ce qui distingue les 2 types de diabète, c'est la masse de l'os. Dans le diabète de type 1, la masse osseuse, elle est souvent diminuée, alors que dans le diabète de type 2, elle est soit normale ou augmentée. Et on pense que c'est dû, entre autres, au surplus de poids. Donc, le risque de fracture, ça dépend aussi de facteurs qui ne sont pas du tout liés à l'os. Donc, il y a des facteurs qui sont généraux dans la population. Donc, plus on avance en âge, si on a une histoire familiale de fracture, si on a des chutes, si on a certaines maladies ou médicaments, par exemple les glucocorticoïdes. Puis, il y en a qui sont spécifiques au diabète et communs aux 2 types du diabète. Donc, la présence de complications du diabète, un contrôle du diabète qui est sous-optimal, une plus longue durée du diabète, généralement plus de 10 ans. Et certains sont spécifiques au diabète de type 1, donc un diagnostic avant l'âge de 20 ans et la maladie cœliaque. Donc, la fragilité osseuse en diabète, en résumé, c'est complexe puis pas encore complètement compris. Donc, le fait d'avoir des taux de sucre élevés de façon chronique sur une longue durée de temps, on sait que ça a un impact vraiment sur la qualité de l'os. Le collagène dans l'os qui va avoir une glycation va devenir plus rigide. La présence de complications du diabète, une neuropathie qui affecte l'équilibre, problème de vision qui va augmenter notre risque de chute, des baisses de sucre, des hypos qui peuvent prédisposer aux chutes et tout ça peut ultimement mener à la fracture. Maintenant, comment prévenir et traiter les complications osseuses du diabète? Donc, les recommandations sont les mêmes que dans la population générale. Donc, on va dire de maximiser l'apport en calcium alimentaire, au besoin, ajouter un supplément. Même chose pour la vitamine D, les protéines qui sont importantes pour les muscles, mais aussi pour les os. L'arrêt du tabac, c'est pas bon pour les os, ni l'alcool également. On va axer sur la prévention des chutes. Il existe certains programmes pour ça. On va recommander des exercices, donc pour le diabète aérobique qui sont importants, mais aussi pour la santé osseuse, il faut avoir des exercices musculaires, donc de résistance et des exercices pour l'équilibre, pour diminuer le risque de chute. Périodiquement, c'est important que votre médecin révise votre liste de médicaments pour voir si certains médicaments peuvent prédisposer à des troubles d'équilibre, la chute ou la somnolence. Et débuter un traitement contre l'ostéoporose si c'est indiqué. Donc, particulièrement pour le diabète, on veut aussi optimiser le contrôle des glycémies. Donc, viser un contrôle qui est dans la cible puis diminuer le risque d'hypoglycémie.
Ici, on a mis une petite liste pour votre médecin parce que, règle générale, votre médecin ne vous questionnera pas sur les fractures et les chutes lors de votre visite pour le diabète. On essaie de faire plus d'enseignements à ce sujet-là, mais c'est bien que vous puissiez apporter le point. Donc, mentionnez si vous avez une fracture de fragilité ou une chute. Si vous avez perdu plus de 6 cm de taille depuis l'âge de 25 ans, ça pourrait suggérer qu'il y a peut-être une fracture vertébrale qui est passée inaperçue. Il y a certaines indications pour prescrire un test de densité osseuse. Donc, chez les patients qui ont le diabète et qui ont plus de 50 ans ou avant, s'il y avait d'autres maladies qui affectent l'os ou si vous avez subi une fracture de fragilité, on va prescrire au besoin un supplément de vitamine D, calcium, prescrire de l'activité physique. Il y a certains points qui seront à discuter là, avec votre médecin en vue de débuter une activité physique. Puis, on va travailler sur réduire les hypoglycémies, réduire les chutes et atteindre le contrôle glycémique visé pour vous. Maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Marie pour la suite de la présentation. Merci. Donc, de mon côté, je vais vous parler des complications qui atteignent le foie, qu'on va appeler la stéatose hépatique ou le foie gras. Donc, qu'est-ce que la stéatose hépatique ou communément appelée, probablement vous avez plus entendu parler du mot foie gras. En fait, c'est l'accumulation en excès de gras au niveau du foie. Cet excès de gras-là, c'est une condition qui est fréquente et qui n'est pas nécessairement problématique chez la majorité des gens, mais elle peut évoluer vers des formes qui sont plus sévères et qui vont entraîner potentiellement des problèmes au long terme, soit la présence d'inflammation au niveau du foie. Cette inflammation-là peut causer au long cours des cicatrices qu'on va appeler de la fibrose et ces cicatrices-là vont rendre le foie de plus en plus rigide et de moins en moins fonctionnel et peut évoluer vers une forme qu'on appelle la cirrhose au moment où le foie n'est plus capable en fait d'effectuer son travail adéquatement. On associe souvent la cirrhose à la consommation d'alcool, mais en fait, c'est maintenant la forme la plus fréquente de cirrhose qu'on retrouve au Canada. C'est une cirrhose qui est causée par des atteintes métaboliques et l'accumulation de gras au niveau du foie. Donc, cette condition-là évolue tranquillement en général. Elle va progresser sur 20 à 30 ans entre le début où on a un excès de gras au niveau du foie et qu'on se retrouve en cirrhose. Et comme je le mentionnais, ce n'est pas tout le monde qui va progresser. C'est quand même juste une petite portion des gens qui vont progresser vers des formes plus avancées. Cependant, dans certains cas, ça peut évoluer beaucoup plus rapidement. Donc, en moins de 10 ans, certaines personnes peuvent passer d'un excès de gras à une cirrhose. Et malheureusement, le diabète de type 2 a été associé à un facteur de risque augmenté de progresser plus rapidement. Il faut aussi dire que de plus en plus, on retrouve des jeunes qui développent déjà du foie gras, de la stéatose hépatique en jeune âge, ce qui fait que avec l'évolution de 20-30 ans, on peut retrouver dès le jeune âge adulte ou chez les jeunes adultes des maladies qui sont plus avancées et vont avoir aussi tendance à progresser plus rapidement chez les jeunes. Donc, on parle de condition qui est silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne cause habituellement pas de symptômes et que dans la majorité des cas, elle est diagnostiquée à un moment où on a déjà une atteinte de cirrhose avec des effets secondaires de la cirrhose. Et c'est pourquoi le premier slogan en fait de la Journée internationale de la stéatose hépatique qui a débuté en 2018, qui survient à tous les mois de juin, était des millions de foies souffrent en silence parce qu'on ne ressent rien et que c'est très, très commun dans la population générale. On parle d'environ 30% des gens qui peuvent avoir un foie gras. Et des études récentes qui ont été effectuées aux États-Unis ont montré que c'était très, très fréquent chez les gens qui ont un diabète de type 2. En fait, chez tous les gens qui allaient consulter chez leur médecin de famille ou endocrinologue et chez qui on faisait un dépistage alors qu'il n'y avait aucun symptôme, on pouvait retrouver 70% des gens qui avaient un excès de gras au niveau du foie, près d'une personne sur deux, soit 40% qui avait une composante d'inflammation au niveau du foie et près d'une personne sur 10 qui avait des cicatrices ou de la fibrose avancée, soit à des stades de cirrhose ou juste avant la cirrhose. Et on s'est aperçu en fait que le diabète de type 2 est maintenant reconnu comme le plus grand facteur de risque de développer une cirrhose qui est secondaire à la stéatose hépatique.
On a dit que ça ne causait pas de symptômes. Par contre, parfois, on peut identifier des indices qui nous disent qu'on a la stéatose hépatique. Le plus souvent, ça va être retrouvé sur des examens qui sont demandés de routine ou pour tout un autre problème de santé, on va remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal. Par exemple, on pourrait retrouver des enzymes du foie élevées dans les prises de sang. On pourrait retrouver du foie gras lors d'une échographie de l'abdomen qui a été fait pour une autre raison, par exemple, ou sur d'autres examens d'imagerie comme un CT scan, une résonance magnétique, où on pourrait retrouver aussi du foie gras ou des signes de cirrhose. Par contre, on n'a pas de bons tests de dépistage et donc, ce n'est pas recommandé à tous de subir des tests de dépistage parce qu'on ne connaît pas encore les indices parfaits pour dépister les bonnes personnes qui sont atteintes de cette problématique. Donc, une autre des choses pourquoi on s'y intéresse, le foie gras, c'est bien plus qu'une condition uniquement du foie et du risque de développer la cirrhose, c'est que en plus potentiellement du diabète, c'est un facteur de risque à lui seul de développer d'autres problèmes de santé, entre autres les complications traditionnelles du diabète comme on a parlé, mais aussi les complications surtout au niveau cardiovasculaire. Donc, ça augmente à peu près 2 fois à 3 fois le risque de développer un problème cardiaque ou un problème des artères. Et c'est associé directement aussi au développement du diabète chez les gens qui ne sont pas connus avec un diabète et qui ont la stéatose hépatique, donc un facteur de risque de développer le diabète. Quels sont les facteurs de risque, en fait, chez les gens qui ont un diabète de développer la cirrhose? Une des problématiques, en fait, c'est que c'est très peu connu, les facteurs de risque. Donc, juste avancer l'animation, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent en ce moment pour essayer de mieux comprendre quels sont les gens avec diabète qui vont développer finalement une cirrhose. On sait par contre qu'il y a plusieurs facteurs de risque de développer le foie gras ou du gras au niveau du foie. La première chose, ce serait probablement le surplus de poids qui est abdominal, donc qui se retrouve vraiment au niveau de l'abdomen, et le tour de taille qui est augmenté, donc qui est un des facteurs de risque. L'autre facteur de risque, on a parlé de l'insuline chez les gens avec un diabète de type 2, qui était habituellement élevé, surtout longtemps avant le début de la maladie, pour contrebalancer la résistance à l'insuline. Et le fait d'avoir l'insuline élevée dans le sang, en fait, ce que ça fait, c'est que le foie va voir ce signal-là pour transformer le surplus de nutriments, en particulier le sucre, en gras pour l'entreposer. Et donc, le foie va fabriquer du gras à l'aide du sucre qui est en surplus. Donc, le fait d'avoir l'insuline élevée, c'est un facteur de risque. Ensuite, il y a certains types de sucre, entre autres le fructose qui est surtout contenu dans les boissons sucrées, boissons gazeuses, qui est du sucre ajouté. C'est vraiment un type de sucre qui va être transformé très facilement par le foie en gras et donc qui est à éviter dans la condition de stéatose hépatique. Et il y a plusieurs autres facteurs qu'on ne connaît pas très bien, mais entre autres des facteurs génétiques, puisqu'il y a plus de chances de développer une cirrhose si quelqu'un dans notre famille a développé une cirrhose pour la même raison. Donc, comment prévenir et traiter? Donc, en fait, pour améliorer directement la santé du foie, ça passe beaucoup par le changement des habitudes de vie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer notre situation au niveau de nos habitudes de vie. Donc, bien que j'ai expliqué que ce n'était pas nécessairement lié à la consommation d'alcool quand c'est associé au diabète, le fait de limiter notre consommation d'alcool va aider le foie à s'améliorer. Le fait de limiter les boissons sucrées, comme je l'ai mentionné, donc dans les boissons gazeuses ou le sucre ajouté, et d'avoir une alimentation saine, variée et surtout des portions appropriées, donc d'éviter les excès alimentaires. Aussi de faire de l'activité physique régulière et souvent, on peut penser qu'il faut faire de l'activité physique qui est très intense, mais non, en fait, d'incorporer de la marche, que ce soit quelques minutes par jour progressivement, peut déjà être quelque chose qui aide.
Ensuite, si on a un surplus de poids, la gestion du poids peut effectivement améliorer le foie gras. Donc, on pense souvent qu'il faut perdre une très grande quantité de poids pour avoir des améliorations sur notre santé métabolique, mais ce n'est pas le cas. En fait, une faible perte de poids, des 3 % de perte de poids de notre poids total, va améliorer le dépôt de gras dans le foie. Donc, peut diminuer le gras dans le foie. Et une perte de poids de 7 à 10 % peut même renverser complètement les cicatrices qui s'étaient installées. Donc, il y a vraiment possibilité d'améliorer déjà la fibrose qui s'était installée. Au niveau du contrôle du diabète, on n'a pas encore de très bonnes études pour voir si un meilleur contrôle du diabète va diminuer la progression au niveau du foie, mais par le fait que le taux de sucre va être moins élevé dans le sang, ça plaît à l'esprit que ça va améliorer ou diminuer la capacité du foie à le convertir en gras, donc que ceci pourrait aider. Donc, on va viser un contrôle optimal selon les cibles qui sont établies par votre médecin. On va éviter, surtout dans le traitement du diabète, si on le peut, de favoriser de la médication qui fait prendre du poids. Donc, certains médicaments pour le traitement du diabète vont avoir tendance à faire prendre du poids. On va plutôt favoriser celle qui a un effet neutre sur le poids ou qui peut même faire perdre du poids, parce qu'on a de plus en plus d'outils pour aider de ce côté-là. Et on va réévaluer régulièrement l'insulinothérapie. Donc, là, je parle vraiment du diabète de type 2 chez les gens qui ont besoin d'insuline. De plus en plus, on a de nouveaux médicaments pour le traitement du diabète. Donc, parfois, on peut se permettre d'ajouter de nouveaux traitements, ce qui permet de diminuer les doses d'insuline et qui pourrait aider au niveau du foie. En fait, on veut aussi, dans le contexte du foie gras, améliorer la santé cardio-métabolique. Donc, on veut prévenir le risque de maladies cardiovasculaires. Pour ce faire, on va adapter un traitement adéquat du cholestérol. On va vouloir faire un contrôle optimal de la pression artérielle et non seulement ça va aider à prévenir les maladies cardiovasculaires, mais ça va aider à prévenir les complications au niveau des reins et des yeux en lien avec le diabète. Et l'autre chose qu'on doit penser, c'est de faire un bon dépistage, au moins de valider si on n'aurait pas des symptômes de l'apnée du sommeil, puisque l'apnée du sommeil peut être un facteur de risque aussi de la progression au niveau du foie gras. Puis, si on fait de l'apnée du sommeil, souvent, on a moins d'énergie dans la journée, ce qui nous permet d'être moins capable d'adopter les changements des habitudes de vie. Ça peut permettre aussi un meilleur contrôle du poids. Donc, c'est important de surveiller l'apparition d'apnée du sommeil. Donc, on va revenir maintenant au cas qu'on a présenté au début de la présentation. Donc, qui est une femme de 58 ans, qui est ménopausée, qui a un diabète de type 2 et chez qui elle était venue consulter son médecin puisque, entre autres, elle avait chuté sur la glace puis elle s'était fracturé le poignet. Puis, en plus, on avait retrouvé à son examen annuel des enzymes du foie légèrement élevées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans son cas pour prévenir qu'il y ait une nouvelle fracture? Donc, le médecin va évaluer ses facteurs de risque et va décider s'il y a indication de débuter un traitement pour l'ostéoporose ou non. Dans son cas, il n'y avait pas d'indication, mais ça va être important de le réévaluer annuellement. Ensuite, on va opter pour des stratégies pour prévenir les chutes, donc éviter de retomber sur la glace. On va travailler sur l'amélioration du contrôle glycémique et on va recommander des exercices de musculation et d'équilibre justement pour prévenir les chutes, ainsi qu'un apport adéquat en protéines, calcium et vitamine D. Pour ce qui est du traitement pour les enzymes du foie qui étaient élevées et qu'on attribue potentiellement chez elle à la stéatose hépatique, on va réévaluer sa médication pour le traitement du diabète pour s'assurer qu'on a des traitements qui ne font pas prendre de poids, qui peuvent aider la perte de poids. On va discuter de stratégies pour la perte de poids si c'était nécessaire, mais surtout d'optimisation des habitudes de vie et de travailler sur un meilleur contrôle de la glycémie. Donc, en conclusion, en fait, la fragilité osseuse et la stéatose hépatique sont deux complications qui sont méconnues du diabète. Elles sont toutes deux silencieuses et peuvent mener à des effets qui sont plus importants comme des fractures ou la cirrhose. Et elles peuvent être renversées ou prévenues s'ils sont dépistés tôt.
Les patients qui ont un diabète mal contrôlé, qui ont des complications du diabète ou une durée plus longue du diabète vont être plus à risque de fracture. Et pour ce qui est des risques de la stéatose hépatique, c'est encore peu connu. En tant que patient, de mentionner les fractures et les chutes à votre médecin et de discuter de stéatose hépatique si c'est quelque chose qui vous inquiète, ça peut être un point important à apporter à vos rendez-vous. On peut travailler sur les facteurs de risque qui sont modifiables, adopter des saines habitudes de vie, optimiser notre contrôle de glycémie. Et on a besoin d'études additionnelles, donc de recherche qui va permettre de mieux comprendre et de mieux prévenir et de mieux traiter ces complications qui sont méconnues, ce qui sont deux champs de nos recherches à moi et Dr Gagnon. Donc, je vous remercie et on va être prêt à discuter de vos questions. Merci infiniment pour cette présentation, Mme Caro, Mme Gagnon. On voit que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, le diabète, ses conséquences. Bon, on n'avait pas tant entendu parler justement de la fragilité des os et du foie, donc ça nous éclaire beaucoup. Merci, c'était très limpide en passant. On revient souvent évidemment aux nécessaires saines habitudes de vie, hein, soit par l'alimentation, l'exercice, bon, dans ce cas précis, le contrôle de la glycémie aussi, les consultations avec un professionnel de la santé. Mais je ne veux pas aller trop loin dans les questions à l'avance. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez apprécié le contenu et si vous appréciez, vous êtes avec nous, à mentionner par une petite mention j'aime, c'est toujours apprécié. Vous pouvez le partager aussi sur vos réseaux pour que plus de gens puissent se joindre. Si vous avez manqué le début, vous pourrez le revoir parce que ça reste en ligne. Et les nouveaux qui arrivent, bien, bonjour, bienvenue. Vous êtes au Grand Rendez-vous en santé avec Claudia Gagnon, Anne-Marie Caro. On parle de diabète aujourd'hui. Alors, c'est maintenant le temps des questions du public. Si vous voulez en poser en direct, il y a quelqu'un qui répond aux questions dans le clavardage, mais on pourra peut-être les acheminer aussi directement à nos panélistes. Alors, on a reçu de nombreuses questions avant la présentation et on les a regroupées pour essayer de faire des thèmes. Merci beaucoup pour vos questions. Vous avez une belle curiosité. C'est toujours agréable de lire toutes les préoccupations des gens qui sont là avec nous. Alors, la première question, elle est simple, mais elle est vaste. Est-ce qu'on peut guérir du diabète? C'est une question qui venait de 3 personnes en même temps. Là, donc, on parle de glycémie, d'alimentation. Est-ce possible de revenir à des valeurs normales de glycémie juste avec l'alimentation faible en glucides? Est-ce que le retour à un poids santé pourrait produire une baisse du besoin de médication? Donc, on a eu quelques pistes de réponses dans les présentations, mais je vous laisse développer là-dessus. Donc, peut-être Mme Caro là-dessus. Oui, certainement. Donc, effectivement, c'est une question qui est très, très intéressante et très, très en vogue actuellement, la guérison du diabète. Je vais parler principalement de la guérison du diabète de type 2, hein, qui est un type qu'on peut plus influencer concernant nos habitudes de vie et la gestion du poids. Donc, en fait, justement, très, très récemment, les guides de pratique canadiens ont commencé à parler d'un terme qu'on appelle la rémission du diabète. Donc, on ne parle pas de guérison du diabète, mais on parle plutôt de rémission. Et ça, pourquoi? C'est qu'on a maintenant beaucoup d'outils qui permettent une gestion du poids. Donc, entre autres, la chirurgie bariatrique ou la chirurgie de l'obésité qui peut entraîner une baisse de poids qui est très significative et qui peut entraîner une rémission du diabète, donc ne plus avoir besoin de traitement pour contrôler le taux de sucre et être à des taux de sucre qui sont au même niveau que quelqu'un qui n'aurait pas le diabète. L'autre chose, en fait, c'est vraiment les interventions d'habitude de vie, comme on en a parlé dans nos présentations, mais l'activité physique, la saine alimentation. Pour faire un parallèle sur l'alimentation, il n'y a pas, donc quelqu'un posait la question, est-ce qu'une alimentation faible en sucre ou certains types d'alimentation peuvent être en lien avec une guérison du diabète? En fait, ce n'est pas le type d'alimentation, mais plutôt vraiment son apport total en calories ou disons la balance d'énergie dans la journée d'apport en calories versus la dépense énergétique en activité physique, ce qui fait la perte de poids au long terme et le maintien de la perte de poids. Donc, ce sont des interventions qui, effectivement, avec une perte de poids significative, peuvent entraîner une guérison ou une rémission du diabète et ne plus avoir besoin de traitement, par exemple, pour le diabète. Donc, il y a de l'espoir quelque part. Exact. Parfait, merci.
Merci, ça clarifie bien. Deuxième question sur le foie gras. Donc, c'est votre présentation, Mme Caro. La question, c'est: j'ai reçu un diagnostic de stéatose graisseuse sévère, pas de cirrhose. On me réfère pour un fibroscan. Donc, elle veut savoir à quoi sert un fibroscan. Elle a eu 2 IRM et quoi faire pour diminuer le foie gras. Donc, une question de M. Garneau. Oui. Donc, en fait, c'est effectivement une bonne question. Donc, comme j'ai parlé plus tôt, il y a le fait d'avoir du gras dans le foie, mais il y a le fait d'avoir des cicatrices dans le foie. Et ça, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, le fait d'avoir du gras dans le foie peut ne pas être problématique pendant très longtemps ou même jamais. Mais le fait de développer des cicatrices, c'est là où ça peut entraîner un problème. Le fibroscan, à quoi il sert? Donc, c'est un examen spécialisé qui est habituellement disponible seulement dans certains centres spécialisés. Donc, c'est souvent pas disponible aux médecins de famille, mais c'est un examen par échographie qui permet d'aller regarder s'il y a de la fibrose dans le foie. Donc, qui permet de regarder si le foie est rigide et si on a des cicatrices dans le foie. Donc, en plus de savoir s'il y a du gras dans le foie, on peut savoir s'il y a des cicatrices et ça nous permet de regarder le risque d'évoluer vers une cirrhose ou pas. Donc, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question qui était sur quoi faire pour prévenir, en fait, tout va dépendre du moment où on attrape le problème. Donc, si on est capable d'attraper le problème avant qu'il y ait une cirrhose, effectivement, avec tous les choses que j'ai mentionnées, donc sur l'amélioration des habitudes de vie, le contrôle du poids. De plus en plus, il y a des médicaments qui se développent pour traiter ça. Donc, il n'y a pas de médicaments qui sont acceptés par Santé Canada actuellement, mais on pense que dans les 5 prochaines années, on devrait avoir des médicaments qui vont permettre de ralentir l'évolution et de le traiter. Et donc, ce sera probablement disponible dans les prochaines années. Parfait. Là, il y a une sous-question qui arrive. Est-ce que la cirrhose peut être réversible? Parce qu'au moment où on est rendu en cirrhose, oui, on est pris ça. avec. Ça vient de partir Exact. de bois bien en Jusqu'à ligne. présent, on n'a pas vraiment de bonnes preuves qu'on pourrait retourner beaucoup en arrière. La cirrhose entraîne des conséquences. Lorsqu'on est en cirrhose, ça peut quand même prendre longtemps avant qu'on ait des conséquences de la cirrhose. Et il y a probablement moyen de ralentir l'apparition de ces conséquences-là. Donc, la cirrhose peut elle-même rester sans symptômes pendant très longtemps. Revenir en arrière de la cirrhose à un foie qui serait beaucoup plus sain ou plus normal, pour l'instant, on n'a pas de médicaments pour ça ou de preuves qu'il y a des traitements qui aident, mais on peut certainement en ralentir l'évolution. Merci. On a une question ici qui venait de Diane Rousseau et d'un autre anonyme. Que veut dire être prédiabétique? Comment prévenir pour ne pas se rendre au diabète? Et qu'en est-il de la phase prédiabète? C'est-à-dire, est-ce que les dommages sont aussi importants et est-ce qu'il y a des complications à venir? Donc, je vous lance là-dessus, Mme Gagnon. Oui, c'est une question très importante. C'est aussi un sujet d'actualité. Donc, la glycémie, c'est un continuum, hein? Fait que de la normalité à l'état prédiabétique, à l'état avec un diabète de type 2. Donc, il y a des définitions qui ont été élaborées là, pour dire le taux de sucre qui se qualifie pour être dans la phase prédiabète. Mais finalement, c'est la phase avant le développement du diabète de type 2. Il y a eu plusieurs études qui ont montré en fait qu'il était possible à ce stade de prédiabète, c'est un stade clé, en fait, qui est potentiellement réversible et on peut prévenir l'apparition du diabète de type 2 si on agit à tes souhaits en amont. Donc, encore une fois, les saines habitudes de vie, c'est important à ce stade-là. Il y a des études, de grandes études, plusieurs, qui ont montré que si on a une perte de poids d'au moins 5 % de notre poids initial, qu'on est capable de maintenir cette perte de poids-là, on réduit notre risque de développer le diabète de type 2 si on a un prédiabète d'à peu près 60 % et à 4 ans, donc assez tôt. Et ça peut se maintenir dans le temps également. Fait que c'est sûr que si on peut prévenir aussi
avec ça le développement de complications du diabète. Il y a des médicaments aussi qui ont été montrés prévenir ou ralentir la progression du diabète. Donc, la metformine, entre autres, qu'on utilise couramment, une vieille molécule pour le diabète qui réduit d'à peu près 30%. Donc, le risque de diabète fait qu'on voit que la perte de poids puis le maintien d'un poids santé, c'est encore ce qu'on a de plus efficace. Il y a d'autres molécules aussi plus nouvelles qui sont à l'étude là, pour voir si on peut ralentir la progression. Maintenant, pour ce qui est des complications, on sait que très tôt, en fait, dans le processus et même du prédiabète, il y a déjà des signes de début d'atteinte des micro-vaisseaux, de l'atteinte cardiovasculaire. Pour ce qui est de la fragilité osseuse, en fait, au contraire, ce n'est pas un état qui, en tout cas, est associé à une augmentation du risque de fracture, peut-être parce que à ce stade-là, la densité minérale osseuse, comme je disais, donc la portion masse de l'os, elle est normale, même élevée. Puis on n'a pas encore eu d'atteinte avec le taux de sucre élevé chroniquement à la qualité osseuse. Donc, c'est peut-être un peu pour ça, puis on n'a pas les complications encore du diabète. Je vais laisser Anne-Marie répondre à la portion sur la stéatose hépatique en prédiabète. Oui, contrairement aux os, en fait, dans le cas de la stéatose hépatique, le fait d'être dans un continuum, justement, du prédiabète, qui est probablement aussi un moment où on a beaucoup d'insuline en circulation, ce qui permet de maintenir des taux de sucre un petit peu plus bas que le diabète, mais quand même à des niveaux qui sont probablement défavorables pour le foie. On pense vraiment que ça survient quand même plus tôt dans le diabète et même probablement à des étapes pré-diabète à ce moment-là. Et comme je l'ai mentionné précédemment, en fait, le fait d'avoir une stéatose hépatique, si on n'est pas encore diabétique, je dis pas encore parce que c'est un très, très grand pourcentage des gens qui vont développer un diabète dans le cours. Et donc, c'est probablement vraiment nécessaire de faire un dépistage de diabète adéquatement, régulièrement, annuellement, parce que ça augmente notre risque de progresser d'un pré-diabète à un diabète. Donc, c'est fortement associé, effectivement. Merci pour votre réponse complémentaire des deux côtés. Là, on a une question sur les enfants adolescents. J'ai compris que c'était plus le diabète de type 1. En tout cas, généralement, c'est plus comme ça qu'on le considère. Est-ce que ça survient aussi, ces complications-là, liées au diabète? Est-ce que ça survient aussi chez les enfants et les adolescents? Et là, j'avais des sous-questions les plus fréquentes, en fait, les complications les plus fréquentes, puis la sévérité des complications, quand est-ce qu'elles surviennent? Voilà. Ça résume un peu la question qui vient de Mélanie Marquis et de Michel Rodrigue, là, qu'on a mis ensemble. Voilà. Donc, peut-être je peux commencer, puis Anne-Marie ajoutera également. Donc, en fait, pour ce qui est du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, puis même chose un peu à l'âge adulte, là, si ça se présente chez l'adulte, habituellement, le dépistage des complications va commencer 5 ans après le diagnostic. Parce qu'on sait que contrairement au diabète de type 2, en fait, qui est souvent là depuis un certain temps, avant qu'on le diagnostique. On sait qu'il y a à peu près 50%, dans 50% des cas, c'est une maladie qui, en fait, est silencieuse. Hein? Donc, on n'a pas, ça fait quelques années souvent que ça se prépare avant qu'on diagnostique. Pour le diabète de type 1, en fait, le diagnostic, le début, quand on diagnostique la maladie avec les symptômes, ça commence subitement. Donc, les complications vont habituellement être plus à l'âge adulte, après la puberté, puis 5 ans après le début du diagnostic. Pour ce qui est du diabète de type 2, si j'élargis un petit peu, c'est quand même un peu différent. En fait, malheureusement, comme je mentionnais dans ma présentation, on voit, m'excluant là, parce qu'on n'est pas endocrinologue pédiatrique, mais il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui sont diagnostiqués avec le diabète de type 2 à cause de l'épidémie d'obésité. Puis on a une collègue à Sainte-Justine qui étudie, là, Mélanie Anderson, là, ce sujet. Puis il y a quand même déjà des complications du diabète parfois là, chez les enfants. Puis on voit l'apparition qui est, quand on a un diagnostic de diabète
dans l'enfance, ben, les complications pourraient apparaître plus tôt et pourraient être plus sévères là, à l'âge adulte. Donc, l'importance, encore une fois, d'un maintien de poids santé puis du contrôle glycémique assez précocement. Si j'enchaîne avec les complications osseuses, peut-être là, dans ces populations-là d'enfants et d'adolescents, on sait que, comme je mentionnais, ça se prépare un peu plus tôt, hein, tout ça. Donc, pour le patient qui vit avec le diabète de type 1, en fait, à cause du métabolisme de l'insuline, bon, il y a certaines hormones qui sont diminuées puis qui sont importantes pour la formation de l'os à un moment assez clé de l'acquisition de notre pic de masse osseuse, hein, qui se fait entre 20 et 30 ans. Donc, souvent, on peut avoir un pic. On n'a pas atteint notre plein potentiel de pic de masse osseuse, ce qui fait qu'on va avoir une densité osseuse qu'on va retrouver plus basse que la normale plus tardivement. On ne sait pas encore c'est quoi l'impact du contrôle glycémique précoce plus tard dans la vie dans cette population-là, puis peu de données sur le diabète de type 2 dans l'enfance puis l'impact sur l'os. Merci. Anne-Marie pour le foie. Oui, je vais peut-être continuer sur le foie. En fait, je n'ai pas parlé du diabète de type 1 vraiment dans le contexte du foie parce que les données sont très, très peu disponibles. En fait, on ne sait pas beaucoup si les gens avec diabète de type 1 sont plus à risque ou non d'évoluer vers le foie gras. Cependant, c'est sûr que d'avoir un diabète de type 1 n'empêche pas qu'on pourrait avoir aussi de l'obésité ou du surplus de poids qui apparaît dans la vie et qu'on aurait une composante aussi un peu associée à l'équivalent d'un diabète de type 2 surajouté. Et ça fait que des gens avec diabète de type 1 peuvent potentiellement évoluer aussi vers des formes de foie gras, surtout que l'insuline, à un certain point, peut contribuer, comme je l'ai mentionné, qui est administrée là, selon comme médicament, finalement, qui est nécessaire. On sait que chez les jeunes qui développent un diabète de type 2 dans l'enfance, tôt, effectivement, il y a un risque aussi, puis probablement encore plus rapide de développer des problèmes de foie. Et ça se voit avec d'autres conditions qui sont associées au diabète de type 2. En fait, une condition qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes filles et les femmes, qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est associé à des menstruations qui sont irrégulières. Ça peut toucher jusqu'à 8 à 10 % des femmes. Donc, c'est très, très fréquent. Et c'est associé à un risque augmenté de développer un diabète de type 2. Chez les jeunes filles qui vont avoir ce syndrome-là, en fait, c'est un syndrome qu'on a toute notre vie, en fait, qui peut évoluer au niveau des symptômes, mais les jeunes filles qui ont ce syndrome-là vont être plus à risque aussi de développer des problèmes de foie gras. C'est à peu près pas mal le deuxième facteur de risque après le diabète là, de développer ça. Puis, c'est ça, en fait, les symptômes que les jeunes femmes vont présenter, ça va être des cycles menstruels, donc sauter plusieurs mois sans avoir des menstruations, là, ce qui est pas normal, ce qui ne devrait pas arriver, puis présenter souvent des symptômes comme de la pilosité augmentée au niveau du visage, par exemple, ou de l'acné plus important. C'est tous des symptômes qui sont reliés avec le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est une situation qui est aussi liée au diabète et qui augmente le risque, entre autres, de foie gras. Des répercussions quand même complexes à regarder. Mais merci des précisions. J'attrape une question qui vient en direct. Là. Le foie qui est endommagé par le diabète, selon vous, est-ce que l'absorption des aliments et des médicaments sont altérées, Anne-Marie? En fait, on ne parlera pas nécessairement de problème d'absorption des médicaments, mais des fois de métabolisme des médicaments. Donc, le médicament va soit causer un problème au niveau du foie ou qui va être métabolisé différemment parce que le foie ne fonctionne pas bien. Ça se produit souvent à des stades très, très, très avancés de la cirrhose. Donc, quand on parle de cirrhose, c'est justement au moment où le foie ne fonctionne plus bien. Avant d'être en cirrhose, le foie est capable de fonctionner adéquatement. Donc, on parle vraiment à des stades de cirrhose, mais qui soient endommagés par le diabète ou par d'autres problèmes. L'alcool, par exemple, le foie endommagé va souvent plus être capable de faire son travail qui est de métaboliser les différentes molécules, dont les médicaments.
Et donc, oui, à ce moment-là, il faut faire attention au type de médicaments qui sont pris et faire des ajustements. Là. Parfait, merci. Question qui était venue de Marie Perron, activité physique. Selon vous, y a-t-il des précautions, des contre-indications pour les diabétiques quant à l'entraînement physique, les sports, la rééducation post-fracture ou autre? On a dit que c'était bien de faire de l'exercice, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire attention quand on fait de l'exercice? C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs points que j'aimerais amener ici. En fait, si quelqu'un était très inactif et sédentaire, puis prévoit commencer de l'activité physique plus que de la marche, je pense que ça serait bien d'en parler à son médecin ou à un professionnel de la santé pour qu'on puisse évaluer un peu s'il y a effectivement contre-indication à certaines activités ou peut-être faire certains tests avant pour s'assurer qu'on peut aller de l'avant. Aussi, porter des chaussures confortables. Hein? On parle de la neuropathie diabétique, de l'atteinte neuropathique. Donc, si en particulier on a ces problèmes-là, s'assurer d'être bien chaussé. Ensuite, si on prend des médicaments qui peuvent entraîner des baisses de sucre, là, les hypoglycémies, donc de l'insuline ou certaines molécules, des sulfonylurées, le diabéta, diamicron, entre autres. C'est important de prendre sa glycémie avant, pendant puis après l'activité physique pour être sûr qu'on a un maintien de la glycémie. C'est plus à risque donc l'activité physique nous met à risque un peu plus d'hypoglycémie, de s'assurer d'avoir des sucres simples sur nous. Des Dexcat ou des jus ou le matériel qu'il faut, dont on parle au rendez-vous là, pour traiter l'hypoglycémie au besoin. Puis, il faut savoir aussi qu'il peut avoir un effet persistant là, des hypoglycémies, du risque d'hypoglycémie pendant plusieurs heures, parfois, dépendamment du type d'activité physique là, sur les glycémies. Si on a un diabète de type 1, c'est bien d'en parler à un professionnel de la santé parce qu'on va discuter de stratégies là, pour gérer là, selon le type d'activité physique. Là, par exemple, diminuer l'insuline avant un repas ou consommer des sucres en surplus. C'est souvent un peu de laisser-erreur, là, mais en partenariat avec un professionnel de la santé. Je pense que si on a des maladies un peu spécifiques, là, comme des fractures vertébrales, d'autres fractures, des problèmes de troubles d'équilibre, je pense que c'est bien si on peut se le permettre d'avoir peut-être un professionnel de la santé en activité physique, kinésithérapeute, physiothérapeute, quelqu'un qui a une certification pour pouvoir superviser, faire un entraînement supervisé. Il y a des programme, en fait, à la capitale nationale, là, le programme Traité Santé, qui est accessible sans frais pour les patients qui vivent avec le diabète de type 2. Donc, accès à une kinésiologue, nutritionniste. Donc, je ne sais pas si tu connais d'autres ressources, là, Anne-Marie, mais je pense que c'est principalement Traité Santé dans notre région. Donc, c'est pas mal les messages que je voulais apporter. L'idée est de recommencer tranquillement puis de bien se faire accompagner là, quand on souhaite recommencer l'exercice puis qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, évidemment. Je poursuis avec vous, Claudia, sur la question, en dehors des fractures, est-ce qu'il y a d'autres problèmes musculo-squelettiques qui sont associés au diabète? Puis qu'est-ce qu'on conseille pour ces autres problèmes-là? Ça vient de Sylviane Langlois et Marie Perron là, qui ont fait des questions un peu connexes. C'est une question très intéressante également. En fait, oui, il y en a plusieurs. C'est la première réponse. En fait, tout comme c'est un peu similaire à ce que j'ai expliqué pour la santé osseuse, en fait, le fait d'avoir des taux de sucre élevés dans le sang chroniquement peuvent aussi affecter les tendons. Il peut y avoir de l'enraidissement musculaire, articulaire. Donc, ce qu'on appelle les syndromes d'enraidissement articulaire, les capsulés de l'épaule. Ce qu'on voit plus classiquement, c'est les maladies du Dupuytren, là, les doigts en gâchette. Donc, il y a plus aussi de douleurs articulaires, problèmes de mobilité associés avec un diabète moins bien contrôlé. Fait qu'encore une fois, le contrôle du diabète puis l'activité physique peuvent aider, donc voir physio, kinésithérapeute ou autres professionnels là, pour nous aider. Autre chose, les lombalgies chroniques, l'arthrose aussi qui va être plus prédominant si on a un surplus de poids.
Puis aussi avec le diabète, on a plus aussi là, d'arthrose dans la colonne. Donc, plusieurs problématiques là, qui pourraient être améliorées là, avec l'activité physique, entre autres le contrôle glycémique. Parfait. Une question assez générale qui vient ici de Nancy Kidd. Les dernières découvertes en regard du diabète. Je lance la question à Anne-Marie pour commencer, peut-être que Claudia pourra compléter, mais allez-y. Oui, c'est effectivement une large question, mais vraiment un sujet passionnant parce que la recherche en diabète, elle est très, très, très active actuellement. Puis, on a vraiment vu l'effet sur notre pratique en tant que médecin pour traiter le diabète dans les 10 dernières années. Il est apparu de nouveaux médicaments pour le traitement du diabète qu'on peut utiliser maintenant. Donc, avant, on était limité à quelques médicaments, là, un ou deux sortes de médicaments pour le traitement du diabète de type 2, par exemple. Mais dans les dernières années, on a un minimum de 3 nouvelles catégories de médicaments pour le traitement du diabète. Puis, ce qui est intéressant avec ces nouvelles classes de médicaments-là, en fait, c'est qu'ils n'ont pas que des effets sur les glycémies, mais des effets en plus de protéger les reins, le cœur de problèmes, donc qui aident aussi le traitement des complications en soi. Donc, non seulement c'est des bonnes molécules pour aider à baisser le taux de sucre, mais on sait que rapidement, dans les premiers mois où on les utilise, on a déjà une certaine protection au niveau de notre cœur et de nos reins. Donc, ça, c'est dans les découvertes qui impactent le plus, je pense, la santé des patients et la qualité de vie des patients. On a aussi des molécules qui permettent la perte de poids. Donc, j'en ai soulevé un point, mais il y a maintenant des médicaments qui sont acceptés par Santé Canada pour aider la perte de poids. Donc, qui peuvent aider soit à prévenir le début du diabète ou, lorsqu'on a un diabète, aider à perdre suffisamment de poids pour peut-être même enlever des médicaments, comme on a parlé précédemment. Donc, ça, c'est dans les nouvelles choses que la recherche a apportées. Et on en a des futurs qui s'en viennent. On les voit arriver, donc qui ont été acceptés aux États-Unis et qui vont s'en venir prochainement au Canada, qui vont encore plus aider sur la perte de poids, puis qui vont devenir probablement des traitements pour aider la perte de poids. Donc, ça, c'est au niveau des médicaments. Au niveau de la technologie aussi, il y a beaucoup de choses qui ont avancé dans les dernières années. Donc, vous avez peut-être, sûrement, si vous avez un diabète, entendu parler de technologie pour mieux suivre le taux de sucre en temps réel. Donc, on a maintenant des petits appareils qu'on appelle des moniteurs continus de glucose qui nous permettent de monitorer littéralement les changements de taux de sucre en temps réel ou de regarder les taux de sucre sans avoir à se piquer le bout du doigt. Donc, ça, c'est vraiment de la technologie qui a beaucoup, beaucoup aidé à faciliter la vie et aussi à améliorer le contrôle du diabète. Et beaucoup de choses qui se passent aussi du point de vue des pompes à insuline pour les gens qui ont un diabète de type 1. Donc, de la technologie aussi qui permet d'administrer l'insuline là, de manière en continu et de plus en plus automatique selon nos taux de sucre. Donc, vraiment, je dirais que dans les 10 dernières années, il y a vraiment une explosion des changements au niveau du diabète. Là, puis, on voit que ça va continuer de cette manière-là. Là, donc, il devrait y avoir de plus en plus de choses pour améliorer la qualité de vie des patients qui ont un diabète. Ben merci, c'est assez complet. Est-ce que Claudia, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Mais je pense que ça touche quand même à plusieurs sphères. Là. Ça touche à plusieurs sphères. Puis je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie. C'est super pour les patients actuellement, là, tout ce qui se développe là, pour aider à la gestion du diabète, qui est une maladie quand même difficile. On avait une question intéressante sur le côté cognitif là, dans les autres complications. Est-ce qu'il y a un danger en lien avec l'Alzheimer? C'est une question intéressante, puis je ne suis pas l'experte du tout dans le domaine. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'une présentation en soi. Mais dans les conférences, on voit vraiment un lien entre la présence du diabète puis des atteintes cognitives diverses, dont une association avec la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres atteintes. On sait que le diabète,
souvent associés à l'obésité, le diabète de type 2, entre autres, à l'obésité, l'hypertension artérielle, le cholestérol, la maladie cardiovasculaire, l'atteinte des vaisseaux. Donc, tout ça peut avoir un impact sur la cognition. Aussi, le fait d'avoir des hypoglycémies aussi soutenues, répétées à long terme, pourrait aussi avoir un impact autant que le taux de sucre élevé. C'est assez complexe, en fait, mais je pense que c'est un sujet de recherche qui est très actif actuellement. Parfait. Ben, malheureusement, c'est un peu tout le temps qu'on a. On arrive à 1 heure. Merci, c'était passionnant. Le temps passait très, très vite. C'est le moment de conclure ce grand rendez-vous en santé. Alors, au nom de la Faculté de médecine de l'Université Laval, je tiens à remercier encore une fois nos invités, Claudia Gagnon, Anne-Marie Carreau, qui ont fait preuve d'une très grande générosité. On vous souhaite de belles heures de travail pour la suite de vos recherches. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Alors finalement, merci évidemment à vous d'avoir été là, d'avoir participé à ce grand rendez-vous en santé. Hein? On a eu entre 150 et 200 personnes, là, dépendant des moments. Ça a été un réel privilège. Ceux qui ont manqué le début, vous pouvez le revoir. Ça reste en ligne. Ça va être dans la page YouTube, la page Facebook, bien sûr, et la chaîne YouTube aussi de la Faculté de médecine. On vous souhaite une excellente journée et c'était le dernier de cette année, si je ne m'abuse. Et puis on se revoit après Noël. On vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et puis on se revoit très bientôt. Au plaisir.